Bonsoir à tous. Je me présente, je m'appelle Camille Modica, je suis responsable communication pour le groupe Elsan et j'interviens notamment à la clinique du Parc à Lyon. Bonsoir docteur Cogno. Bonsoir. Voilà, alors avant de donner la parole du coup à notre intervenant ce soir, donc Jérémy Cogno, qui est donc chirurgien orthopédiste spécialiste du membre inférieur à la clinique du Parc à Lyon, je vais prendre quelques minutes pour introduire un tout petit peu ce sujet et expliquer pourquoi la clinique du Parc Lyon ce soir organise du coup lance sa web série autour justement du parcours du sportif. Bon, l'établissement de la clinique du Parc Lyon, pour la plupart d'entre vous peuvent le connaître, est réputé pour le volet orthopédie. C'est une clinique du coup dans le sixième arrondissement, à côté du parc de la Tête d'Or, où bon nombre de coureurs justement s'entraînent, notamment pour la Zig Saint-Élion qui se prépare du coup et qui se tiendra ce week-end. Euh, la clinique du Parc Lyon, effectivement, est connue pour la chirurgie orthopédique, mais pas que. En fait, dans son centre, il y a plusieurs justement professionnels de santé qui interviennent. Il y a un vrai écosystème en fait autour du sport, avec notamment une équipe de médecins du sport, mais aussi un centre de radiologie ultra performant avec un plateau technique assez impressionnant. Il y a également donc la partie chirurgicale. Il y a un volet aussi traumatologie avec un centre de traumatologie qui s'appelle le Trauma Park. Et après, tout le volet sur le suivi, la performance et l'amélioration des performances, notamment avec un centre d'ostéopathie, de cryothérapie, de kiné, de balnéo. Donc, l'idée, c'était en tout cas de pouvoir aussi montrer que au parc, on fait pas seulement de la chirurgie orthopédique, on sait très bien la faire, mais aussi, en fait, en parler aussi dans un cadre d'un écosystème. Et donc, on a eu l'idée avec, en collaboration avec Mérite Santé et nos chirurgiens et médecins du sport, d'organiser donc cette fameuse web série autour du sportif. Et donc, toutes les semaines, vous aurez la chance donc de découvrir un intervenant différent qui parlera du coup d'un membre du corps humain. Donc, pour commencer, le docteur Cogno interviendra justement sur ce sujet du mal du genou chez le sportif occasionnel. Tout un programme ce soir. La semaine prochaine, ce sera sur le coureur de fond. Donc, ça sera un kinésithérapeute et un podologue. Ensuite, on sera sur le volet de la sportif de la cheville, le sport de la cheville du sportif, pardon, avec le docteur Junta, chirurgien orthopédique, orthopédiste du spécialiste du genou et un médecin du sport, le docteur Vipré. Et ensuite, le dos du sportif, donc avec deux neurochirurgiens. Alors, c'est important de faire effectivement le genou, la cheville, le dos, l'épaule, après ensuite avec le docteur Ledru qui interviendra du coup plutôt en début d'année prochaine. Voilà, l'idée c'était en tout cas de vous pouvoir faire une série de webinaires qui vous apportent en fait toutes les informations relatives à la prise en charge du sportif chez nous. Et donc voilà pour ce petit propos introductif. Je vais vous donner la parole du coup, docteur Cogno, pour pouvoir présenter justement ce webinaire. En petite précision, comme à chaque webinaire chez Méridit Santé, vous avez une rubrique QR dans laquelle vous pouvez poser vos questions. Et ensuite, je me ferai la porte-parole et donc nous entrerons dans une phase de discussion à la fin justement des 30 minutes de présentation du docteur Cogno. Euh, et ensuite, vous recevrez un sondage comme à chaque fois pour pouvoir justement noter la qualité justement technique et aussi le volet de l'intervention du coup de ce webinaire. Donc voilà, je n'en dis pas plus. J'ai pris mes 3 minutes de temps de parole qui m'étaient accordés pour ne pas empiéter. Docteur Cugnot, je vous laisse la parole et je vous souhaite à tous du coup un très bon webinaire. Merci et à tout à l'heure. Merci Camille. Bonsoir à tous. Ravi de vous accueillir sur la plateforme pour vous faire un topo sur le genou du sportif et surtout, on a dit le sportif occasionnel parce que c'est quand même celui qu'on a le plus souvent en consultation. À la clinique du Parc, on traite tous les sportifs. Certaines structures sont très développées dans les sportifs du haut niveau et le font très bien. Et puis d'autres structures gèrent beaucoup de sportifs qui sont moins de haut niveau et avec qui on a beaucoup de plaisir à travailler. Pour ce qui est de ce mal du genou du sportif, on va être assez pragmatique. C'est le but de ce webinaire, c'est d'être très pratico-pratique, avec des questions très simples du type qu'est-ce que cela peut être? Comment risque-t-on d'aggraver les choses? Quoi faire quand? Tout simplement, la pertinence des examens cliniques et paracliniques, les pathologies classiques et les confusions fréquentes qu'on peut retrouver pour pas se gourer de diagnostics et tordre le diagnostic et partir dans une mauvaise voie longtemps. Et en gros, les combien de temps pour se remettre de quoi. Sur le qu'est-ce que ça peut être ou qu'est-ce que ce n'est pas, la première question, et ça, c'est d'une simplicité enfantine, et c'est un peu tout le propos du sujet de ce soir, c'est comment c'est arrivé.
C'est tellement fréquent de mélanger des pathologies traumatiques avec des pathologies dégénératives qu'il faut vraiment tout de suite savoir dans quel cadre nosologique on se trouve et comment c'est arrivé. Est-ce que le patient a eu mal d'abord ou est-ce qu'il a chuté d'abord? Est-ce qu'il s'est tordu le genou? On ne va pas parler d'entorse alors qu'il n'y a pas eu de traumatisme. C'est un nombre incalculable de consultations avec des patients qui viennent pour des douleurs internes du genou. Et à l'IRM, on a vu des choses, on donne un diagnostic d'entorse alors que le patient ne s'est jamais tordu le genou. Donc techniquement, il faut remonter à la source du problème. Le cas nosologique est pas bon, donc c'est faux. Et puis on va tordre le cou à des idées reçues. Par exemple, la tendinite de la patte doigt, ça n'existe pas. Point. Alors, tout ce que je vais vous dire est simple. Donc ce qui est simple est par définition faux, mais suffisant dans 99% des cas. Si déjà on ne se gourre pas dans 99% des cas, c'est chouette. Donc la tendinite de la patte doigt, techniquement, évidemment, ça existe, mais beaucoup, 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 beaucoup moins souvent qu'on ne le croit. Des vraies tendinites de la patte doigt, les médecins du sport en voient finalement assez rarement par rapport au nombre de patients qui sont adressés pour ça. Et alors, de mon côté, j'en ai très honnêtement vu qu'une seule de toute ma carrière. Sauf peut-être chez lui. Voilà. Donc lui qui force beaucoup, qui travaille beaucoup, qui a des jolis abdominaux et des jolis muscles partout, qui peut-être a trop forcé. Alors là, peut-être, il peut faire une tendinite. Et d'ailleurs, le terme tendinite est assez mauvais et on reviendra dessus. D'autres idées reçues, le kyste poplité, ça fait pas mal. Quasiment jamais. Sauf là, sur cette image, où là, ça fait hyper mal. Pourquoi? Parce qu'un kyste poplité, c'est une conséquence d'une souffrance articulaire qui fait gonfler au fur et à mesure le genou. Cette souffrance articulaire faisant gonfler le genou, au bout d'un moment, le genou ne sait plus où stocker toute cette flotte en trop, toute cette hydarthrose, ce liquide synovial, et va gonfler des poches secondaires. La poche la plus simple à gonfler étant postérieure entre les muscles du mollet, puisque là, il y a de la place. Il n'y a pas de place en avant. La capsule est trop résistante et la peau est trop résistante. Donc, ça va gonfler en arrière. Et puis, ça va gonfler, gonfler, gonfler. Éventuellement, quand le kyste est très gonflé, on peut avoir des restrictions de mobilité, mais ça fait pas mal. Sauf quand ça explose sur un mouvement brutal ou sur un kyste fragilisé au fur et à mesure. Quand ça explose, alors là, oui, ça fait hyper mal, à tel point que le diagnostic peut être celui de phlébite. On suspecte des phlébites, les patients finissent aux urgences tellement ils ont mal. Et à l'écho-doppler, on va nous dire qu'il n'y a pas de thrombose des veines du membre inférieur. Par contre, il y a une suffusion de liquide articulaire entre les muscles de la loge postérieure de la jambe. Et ça, c'est très irritant le long des muscles et ça fait ultra mal. Ça peut gonfler, ça peut devenir un mollet dur comme du bois. Donc, ça fait pas mal ou ça fait hyper mal. Et on ne ponctionne pas. Jamais. Non. Jamais. Vous voyez cette image? Non. On ne ponctionne pas, surtout pas à l'aveugle comme ça, sauf si vous avez envie d'essayer de vous choper un tuyau. Petit 1, parce que vider le kyste, ça sert à rien. Si on n'enlève pas la cause de la souffrance articulaire qui fait gonfler le genou, eh bien globalement, le kyste, il va se refaire. C'est d'ailleurs pour ça que parfois on a des kystes qui sont polylobulés, parce qu'en fait, il y a plusieurs temps d'évolution différents. Donc ça fait plusieurs kystes les uns à côté des autres. Donc si on ne règle pas la cause, eh ben, la conséquence, elle reviendra. Donc ça ne sert à rien. La deuxième chose, c'est que si on a piqué dans le kyste, on va fragiliser une zone de son enveloppe. Et donc, on crée une zone majeure où le kyste pourra se fissurer et suffuser dans les membres. Donc, on pourra faire mal au patient. Donc, pour moi, la ponction du kyste poplité, ça n'a aucun intérêt. L'instabilité du genou ne concerne pas que les jeunes. On pense souvent au LCA sur des traumatismes avec des entorses chez les jeunes, des ruptures du ligament croisé antérieur ou des autres ligaments. Petit 1, on évoque le diagnostic et petit 2, on pense à le traiter. Mais on ne le fait plus à partir d'un certain âge où on considère que ben non, mais c'est une petite entorse du LLI, point. Et puis ça ne doit pas gêner parce que quand on est un peu vieux, ça ne gêne pas. Non, non et renon. S'il y a instabilité, quel que soit l'âge, du moment que le patient s'en plaint ou qu'il a fait un épisode d'instabilité qui peut avoir déchiré ses ligaments, eh bien, il faut aller jusqu'au bout de la démarche, à savoir le diagnostic clinique, les examens paracliniques et le traitement. Et si seulement tout ce traitement fait, le genou est stable, le patient est satisfait, on s'arrête là. Et si par contre il y a soit insatisfaction, soit instabilité, il faut savoir prendre en charge ces instabilités, quel que soit l'âge.
celui qui décide d'opérer ou pas, c'est celui qui en assume les conséquences dans un sens comme dans l'autre. Donc en gros, là, c'est le qu'est-ce que ça peut être? La question du comment risque-t-on d'aggraver les choses? Continuer les efforts dans la douleur. Ça paraît stupide, mais on a des patients qui font ça. Ou alors on dit, certains pensent encore que la douleur, ça fait du bien. Non, la douleur, ça fait pas de bien. Surtout quand on a une douleur aiguë, une douleur qui est arrivée brutalement et ou après un traumatisme. Donc, travailler dans la douleur, ça ne sert à rien. Le corps va se mettre en protection. On va avoir des inhibitions motrices qui vont se mettre en place et on réglera aucun problème à travailler dans la douleur. Deuxième chose, presque encore pire, masquer la douleur, puis continuer les efforts. On se gave d'anti-inflammatoires et on continue à aller courir. Bon, ça peut paraître ridicule comme ça, pour autant c'est quand même fréquemment fait. Non, il faut trouver les causes, gérer le problème et ensuite s'y remettre. Immobiliser trop longtemps sans diagnostic. Tous les mots sont importants. Immobiliser de base, c'est le premier antalgique créé par l'être humain. D'accord? On retrouve des attelles à l'ère préhistorique. En gros, deux bouts de bois, une corde. On immobilise un membre, ça fait plus mal parce que le repos est un premier traitement contre la douleur. Soit quand on est au stade du débrouillage, pourquoi pas. Mais ensuite, il faut savoir passer à autre chose. Et quand on avance dans le diagnostic, il faut le faire assez vite. L'immobilisation peut devenir un problème, notamment pour les problèmes de patella, les problèmes de rotule, que ce soit des syndromes douloureux ou des syndromes d'instabilité. Dans les deux cas, si on immobilise trop pour une rotule, que on va majorer la myotrophie ou la perte de force musculaire, alors nous sommes responsables d'une aggravation du pronostic du patient. Donc immobiliser au tout début, tant qu'on ne sait pas, oui, mais il faut qu'il y ait un but précis. J'immobilise parce que je ne sais pas, je vais faire le nécessaire pour savoir, et ensuite, je vérifierai si l'immobilisation elle est adaptée ou pas. Que faire alors? Eh ben, le bon protocole RICE, qui est remis en cause pour la cheville, mais qui fonctionne quand même globalement très bien, Rest, Ice, Contention, Elevation, c'est-à-dire repos, glaçage, contention, on vient de le dire, et élévation, on surélève un peu le membre pour améliorer le retour veineux et le drainage. J'en profite pour une petite parenthèse sur le I de ice. La glace, elle a un effet positif pendant un quart d'heure, 20 minutes maximum par application toutes les 2 heures. Pourquoi? Parce qu'au-delà de ce temps, les petits muscles des parois des petits vaisseaux vont être fatigués et vont être dépassés et donc ils vont se relâcher. Donc l'effet vasoconstricteur initial qui permet de resserrer les tuyaux et qu'il y ait moins d'afflux de sang dans la région, donc moins d'œdème, moins d'inflammation, ce système, il est dépassé au bout d'un quart d'heure, 20 minutes. Et on a une vasodilatation réflexe qui, à ce moment-là, fait affluer le sang dans l'articulation et tout autour. Et les patients veulent dire qu'ils sentent le cœur qui tape dans le genou. Ils ont l'impression que la glace, elle rend les choses chaudes. Et donc, ils rajoutent encore de la glace. Et puis, on a un genou qui double de volume, ce qu'on appelle les accidents de glaçage. Et globalement, quand on leur fait arrêter la glace, eh ben, ça va mieux. Donc, la glace, c'est un quart d'heure, 20 minutes maximum, toutes les 2 heures. On ne parle évidemment pas de le mettre dans un linge, puisque vous le savez. Si on met la glace à même la peau, ça peut faire des véritables brûlures grade 1, et c'est un problème. La décharge d'appui. La décharge d'appui, c'est sous-estimé, c'est juste génial. Quand on a mal, on peut conserver de la mobilité et des amplitudes articulaires. Quand on décharge l'appui avec des béquilles, alors on peut faire une décharge partielle avec un appui contact ou un peu supérieur. S'il y a des fractures, il y a peu de chances de les déplacer. Si c'est des problèmes de patella, ça garde les muscles en fonction. Donc la décharge d'appui, c'est super bien. Et donc dès qu'on commence à avoir un semblant de diagnostic, notamment d'entorse et ainsi de suite, eh ben, la décharge d'appui partielle, ça permet de remettre les muscles en route, ça permet de faire bouger un peu le membre, ça active un deuxième système antalgique. Après l'immobilisation, c'est le gate control, et ça, c'est nos amis kinés qui le connaissent très bien. Si on bouge un membre, si on bouge la peau ou si on masse, ça fait un sentiment d'antalgie. Le gate control, pour mémoire, c'est dans notre corps, quand on se coince un doigt dans une porte, par exemple, comme dans les dessins animés, on va secouer la main. Pourquoi? Parce que l'activation des mécanorécepteurs inhibe les nocicepteurs, donc les récepteurs du mouvement, endorment et empêchent le transit d'informations par les récepteurs de la douleur. Donc le mouvement va pouvoir aider, dans une certaine mesure, à calmer la douleur.
Alors la question, c'est quoi faire et quand? La pertinence des examens cliniques et paracliniques. Alors, on va commencer encore une fois par exploser des portes qui étaient peut-être ouvertes, mais ne jamais faire d'échographie. Parce qu'on voit rien, parce que le radiologue non plus, parce que ça peut être faussement rassurant, et du coup, ben, ça peut être mal vécu par le patient quand derrière on dit ben non, en fait, alors, on croyait qu'il n'y avait rien, mais en fait, il y avait quelque chose, et bref, on ne sait pas trop. Donc, l'échographie, de base, non. On en prescrit beaucoup parce que c'est pas cher et que c'est rapide, mais en fait, ça sert à rien dans 95% des cas. Comme je vous l'ai dit, ce qui est simple est faux. En vrai, l'échographie, ça peut être super bien dans des cas très précis, avec des indications très précises, et quand on sait ce qu'on va dire au radiologue, parce qu'il faut qu'on cherche quelque chose et qu'on lui dise ce qu'on cherche. Si on envoie Thomas Pesquet sur la Lune et qu'on lui dit regarde la Terre et dis-moi ce qui va pas, Thomas Pesquet, il va être bien embêté et il pourra pas répondre. Parce que ce sera trop vague. Il n'y a pas de question. Si on lui dit, regarde en Amazonie combien il y a d'hectares de forêt qui brûlent, là, peut-être qu'il pourra nous donner une réponse. Ce sera très triste, mais il peut le faire. Eh bien, en échographie, comme dans n'importe quelle imagerie, il y a des tonnes de structures. L'échographie, c'est un truc en plus, c'est que ça peut bouger. Donc, selon l'angle dans lequel on se met, selon si on crée du mouvement et ainsi de suite, on peut voir plein de choses différentes. Et si on ne sait pas vraiment ce qu'on regarde, ben, on ne sait pas vraiment ce qu'on voit, donc on ne sait pas vraiment ce qu'on trouve. Donc, si on n'explique pas exactement au radiologue ce qu'on veut, si on lui dit douleur interne du genou, bah, il va nous répondre bof, je sais pas trop. C'est un examen qui est superficiel. L'échographie, on ne peut pas voir le pivot central, on ne peut pas très bien voir les ménisques. Seuls quelques radiologues très bien formés arrivent à voir les ligaments ménisco-fémoraux, ménisco-tibiaux ou le mur méniscal, mais plus profond que ça, c'est pas fait pour. On ne voit pas le cartilage parce qu'il y a trop d'interfaces. Bref, l'échographie, laissez-la la prescrire aux spécialistes euh, s'il y en a besoin, parce que globalement, c'est c'est pas un examen de débrouillage, c'est pas très intéressant. L'IRM, ah bah oui, là oui, ça c'est très souvent utile, euh, mais par contre, j'attire votre attention sur le fait que l'IRM, c'est pas un examen fait pour voir le cartilage et pour en tirer des conclusions. D'accord? L'analyse cartilagineuse à l'IRM, elle est très, très, très particulière. D'accord? Il ne faut pas confondre arthrose et chondropathie. La chondropathie, ce serait la rayure dans la portière. Donc, si on a une rayure dans la portière qui atteint le métal et qu'on a rayé toute la peinture, on va dire rayure stade 4, chondropathie focale stade 4. Est-ce que ça veut dire que toute votre portière est foutue et qu'il faut la remplacer par une portière neuve? Non, absolument pas. Donc, c'est pas fait pour voir l'arthrose. L'arthrose, c'est l'usure globale du genou. La chondropathie, c'est quelque chose de plutôt focal. Quand il y a des chondropathies étendues, ça peut être de l'arthrose, soit, mais c'est finalement plutôt rarement le cas. Et puis, j'en profite pour redire que nous soignons des patients, pas des images. Et donc, quel que soit le niveau de chondropathie ou quel que soit le niveau d'arthrose, c'est pas ça qui va nous dire ce qu'on doit faire. C'est la plainte du patient qui nous dit si on doit faire quelque chose ou pas et quel est le niveau auquel on va répondre à sa douleur. S'il y a une mouche dans la cuisine, on ne sort pas le bazooka, parce qu'à la fin, il n'y a peut-être plus de mouches, mais il n'y a plus de cuisine non plus. Si on a un petit problème, on aura un petit traitement. Ce que nous dit l'IRM, c'est est-ce que la plainte du patient est cohérente avec l'imagerie? Ce qui nous permet, nous, d'aligner nos cibles. Si on a une cible clinique et une cible paraclinique qui s'alignent, alors on a une chance que notre traitement, s'il est ciblé là-dessus, il fonctionne. Si on a une discordance radioclinique, globalement, ça nous permet de tempérer nos ardeurs et de se dire qu'on ne va peut-être pas gagner quelque chose en a opéré. Donc j'insiste, ne pas confondre arthrose et chondropathie, c'est trop fréquemment le cas. Des patients qui arrivent avec le moral dans les chaussettes en me disant j'ai une arthrose stade 4, j'ai regardé sur Internet, c'est foutu, je vais à la prothèse, tout ça, alors qu'ils ont juste un petit rail qui les embête finalement pas tant que ça, et qu'avec des traitements médicaux, on s'en sortira très bien. L'IRM est assez incontournable pour les ménisques parce que ça permet de faire une bonne analyse, c'est non irradiant. Euh, Cela étant,
il y a pas mal de centres de radiologie qui font les choses très bien et d'autres peut-être un peu moins bien. C'est quelque chose qui prend du temps de faire une bonne IRM, puisque nous allons exciter les protons. Il faut qu'il y ait une action sur le corps et qu'il y ait une réaction pour récupérer l'image derrière. Donc faire une bonne IRM de genou, ça prend au bas mot un quart d'heure, voire 20 minutes. Si les patients ont une IRM en 5 minutes, il est possible que les images soient de mauvaise qualité et surtout, dans les phrases ridicules que j'adore dire à mes patients, l'IRM, ou toutes les imageries en tranches, mais surtout l'IRM, c'est comme le saucisson. On coupe en tranches. Et si on fait des coupes trop grosses, eh ben, c'est pas bon. Et surtout, si on a un saucisson pistaché et qu'on fait des très grosses tranches, on peut rater les pistaches. Eh bien, c'est le même principe avec l'IRM. Si l'IRM a été faite de manière un peu bâclée, un peu rapide, on peut rater l'analyse et on peut passer à côté d'un problème qui était somme toute assez évident. Sans parler des radiologues qui parfois ne sont pas spécialisés en pathologie ostéo-articulaire, peuvent passer à côté de certains diagnostics et on leur en tient pas rigueur, mais souvent les spécialistes, médecins du sport ou chirurgiens spécialisés en monoarticulaire ont pris l'habitude de lire eux-mêmes leurs imageries parce que ça permet de redresser certains diagnostics. Donc c'est difficile et c'est pas forcément très confraternel, mais ça peut arriver. Faut pas tout le temps faire confiance à l'analyse faite de l'IRM. Si un patient a une symptomatologie très franche pour une lésion méniscale interne, que vous êtes sûr que c'est un ménisque interne et qu'à l'IRM, il est écrit qu'il n'y a pas de ménisque interne, ben, il peut subsister un doute. Donc, il ne faut pas hésiter à demander l'avis d'un spécialiste ou répéter l'imagerie dans un centre spécialisé ou faire une autre imagerie qui pourrait être décrite juste après. Alors, c'est ridicule. Après Madame oui et Monsieur non, on a pour la radio, c'est carrément un oui, oui. Hein. Oui, c'est ridicule. J'espère fixer les idées. Mais la radio, c'est toujours. L'IRM n'est pas meilleur que la radio. On ne voit juste pas la même chose. Et on ne les voit pas de la même manière. La radio, c'est facile, c'est rapide, c'est fiable, c'est reproductible, c'est peu onéreux. Ça élimine surtout de très nombreux diagnostics. Donc ça, c'est génial. C'est-à-dire qu'on peut éliminer des pathologies graves qu'on pourrait rater à l'IRM et ça permet de situer le contexte. Et surtout, c'est le seul examen qui est debout en charge. Et comme la plupart de nos patients ne sont pas des pingouins, ils ne marchent pas avec les jambes en extension. Donc la radio, ça permet de faire des radios en chousse avec le genou plié, qui est aux alentours de 20-30 degrés, la zone dans laquelle on a l'usure majeure, puisque c'est la zone dans laquelle on va marcher. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, comme la plupart de vos patients ne sont pas non plus des serpents et qu'ils ne se déplacent pas par reptation, c'est le seul examen, la radio, qui est fait debout. L'IRM, le scanner, tout ça, c'est des examens d'imagerie en tranches qui sont faits allongés. Donc, on ne met pas le cartilage en charge. Donc, on ne voit pas exactement la hauteur cartilagineuse dans la région dans laquelle il est censé être utilisé la plupart du temps. Donc, la radio, oui, oui, tout le temps. C'est incontournable. C'est complémentaire. On ne voit pas la même chose qu'à l'IRM. Donc, ça ne remplace pas l'IRM. Le scanner, ça n'a aucun intérêt en dehors d'une fracture. Pour faire simple, c'est ça. Si on doit faire un scanner, ce sera un arthroscanner. Donc là, ça veut dire qu'on va mettre un produit de contraste qui, en étant injecté dans l'articulation, va silhouetter totalement toutes les structures à l'intérieur. Donc ça va faire le tour du cartilage, ça va rentrer dans les interstices, les trous, les lésions, les fissures, les fentes, tout ça. Ça va tout voir de manière très analytique, très très précise, avec une résolution spatiale bien meilleure que l'IRM. L'IRM, en gros, une IRM de base, 1,5 Tesla, faite en un quart d'heure, 20 minutes, on va avoir un écart intertranche de l'ordre de 3 mm, peut-être 2,5 mm entre chaque tranche si on s'applique. Un scanner, même euh, pas de dernière génération, on est assez vite inframillimétrique sur les analyses en tranches. Donc c'est bien meilleur. Pour les analyses méniscales aussi, c'est très intéressant. C'est une bonne indication quand on hésite entre l'IRM, le scanner, et quand on ne sait pas trop si c'est un problème méniscal ou un problème cartilagineux. Quand on hésite entre les deux, arthroscan. Au moins, on aura une réponse assez vite. On saura où en est le cartilage, où en sont les ménisques. Attention cependant, comme ça fait des silhouettes, que ça contourne toutes les lésions à l'intérieur, parfois on peut avoir des tissus qui sont en fait des franges synoviales et on peut croire que c'est des lésions méniscales. Bref, l'arthroscan, pour le coup, on est tellement obligé de faire confiance aux radiologues parce que j'ai beau en lire beaucoup,
Euh, je trouve ça vraiment très difficile. Déjà, l'IRM, c'est pas fastoche, mais on s'en sort correctement. Autant l'arthroscanner, c'est vraiment très difficile à lire. Et donc, il faut un radiologue sur qui on peut compter. En l'absence d'impotence fonctionnelle majeure, ce serait bien d'ajouter une infiltration. C'est-à-dire que le patient qui a mal et on veut avoir un versant diagnostique, eh ben, autant avoir un versant thérapeutique avec, quitte à lui mettre une aiguille dans le genou et on sait qu'on est dans l'articulation, ce serait dommage de se priver de ne pas lui mettre une dose d'extincteur, une infiltration, on redétaillera ça après, ça peut être bien. Et pourquoi je dis en cas d'absence fonctionnelle, d'impotence fonctionnelle majeure? Parce que si le patient il est bloqué et qu'on est sûr d'avoir un blocage méniscal, qu'on est quasiment sûr d'avoir une languette et qu'on a l'arthroscan, parce que l'IRM, on a rendez-vous que dans 2 mois et que l'arthroscan, on a pu l'avoir en une semaine, si on a mis un produit type corticoïde, eh ben nous, ça nous coupe l'air sous le pied, on ne peut pas opérer pendant au bas mot 1 mois. Alors, on n'est pas tous d'accord là-dessus, parce qu'il n'y a rien qui est publié. On sait que les corticoïdes intra-articulaires vont diminuer l'immunité et peuvent augmenter un peu le risque d'infection entre 1 mois et certains vont jusqu'à 3 mois. Donc, en dehors de risques infectieux majeurs de chez le patient, 1 mois, c'est ce qui est communément admis. Donc, s'il y a eu des corticoïdes et qu'on voit qu'il y a une languette, eh ben, on croise les doigts pour qu'il soit soulagé jusqu'à la chirurgie parce que globalement, on ne peut pas y toucher. Voilà, donc c'est entre 1 et 3 mois selon le geste. Retenez 3, comme ça on est large, selon les chirurgiens, mais minimum 1. Ensuite, les pathologies classiques et les confusions fréquentes. Une douleur mécanique interne, c'est le ménisque interne, jusqu'à preuve du contraire. Si c'est pas ça, on appellera ça le début de la jeunesse du compartiment interne. Et d'ailleurs, c'est peut-être même les deux à la fois. Pourquoi? Parce que le compartiment interne du genou, donc qui va être l'entité fémur avec son cartilage, tibia avec son cartilage, ménisque interne, c'est une entité qui va vivre tous les éléments ensemble. Et puis, le ménisque, pour mémoire fibrocartilage comme le pavillon de l'oreille, tel un vieux joint en caoutchouc qui aura séché, et ben, ce petit joint en caoutchouc, cet amortisseur, et ben, il va devenir friable, il va être moins souple qu'avant, et il va pouvoir déchirer. Et puis, c'est le début de symptômes de la maladie arthrosique, de la dégénérescence débutante du genou. Donc, on a le droit d'avoir de l'arthrose qui traînait avec un genou bon an, mal an, qui allait. Le patient, il le connaît, il savait qu'il avait des petites douleurs. Et puis, d'un coup, paf, il a une petite lésion méniscale en plus. Ça ne veut pas dire qu'il faut filer à la prothèse. Peut-être que juste une petite lésion méniscale qui soit va rentrer dans l'ordre toute seule, soit de mériterait une chirurgie. Mais c'est souvent, on a un peu les deux, quoi. Sauf si on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, le contexte. Si j'ai un jeune plombier de 23 ans qui a passé 2 heures sous un évier et en se relevant, il a entendu un grand tac, il a le genou bloqué et il a le ménisque interne qui lui fait mal et il montre avec un doigt à quel endroit il a mal, alors ça, c'est une douleur élective. On se dit qu'on a une déchirure et c'est que le ménisque. Il n'a pas de raison d'avoir de l'arthrose à 20 ans et quelques, notre jeune plombier. Un ménisque rompu, ça ressemble à quoi? Eh ben, ça ressemble à ça. On a les types classiques de lésions et un peu les traitements. Alors, la fente A, c'est ce qu'on va appeler les fentes radiaires. Radiaires parce que c'est comme un rayon. Le centre du ménisque serait au milieu de ce cercle incomplet, ce 2 tiers de cercle. Là, on a une forme en C, un ménisque assez ouvert, donc ça, c'est vraiment un ménisque interne. Cette fente radiaire qui va avoir 3 zones. On a la zone 1 du ménisque, c'est la zone très périphérique, la zone la plus épaisse, la plus intéressante mécaniquement. On a la zone 2, la zone intermédiaire, et puis la zone 3, qui est la zone très centrale, très fine, qui est assez fragile. Et là, par exemple, on a une fente radiaire en zone 3 du segment moyen du ménisque, puisqu'on va le diviser en corne antérieure, corne postérieure et segment moyen. Là, une lésion radiaire en zone 3 du segment moyen du ménisque, on aurait très envie de faire une résection à minima. Les petits traits rouges montrent le trait de découpe comme chez Ikea. Moi, j'aurais tendance à découper moins que ça, là, à l'heure actuelle, parce que c'est quand même assez engageant comme découpe. Le principe étant surtout d'éviter la propagation de cette fissure, car elle pourrait être très pénible par la suite. Mais on pourrait la laisser telle qu'elle. La lésion B, ce serait ce qu'on appelle une languette, c'est-à-dire que c'est commencé par une fente un peu radiaire oblique,
qui ensuite a suivi le long des fibres et a détaché un petit volet, un petit clapet comme ça, ce qu'on appellera une languette, qui peut se balader, qui peut se coincer, qui peut se retourner sur elle-même. Éventuellement, elle peut aller se coincer vers le ligament collatéral médial. Et ça fait la sensation de gravier dans la chaussure. Ça bloque, ça gêne. Quand on demande au patient où est-ce qu'il a mal, il peut montrer avec un doigt l'endroit précis où il a mal. Et ça, quand on a une cible très précise, on se dit qu'on va être assez efficace là-dessus. S'il montre avec une main en disant je ne sais pas trop, j'ai mal par là, on va être moins pressé d'aller opérer puisque à problème peu précis, réponse peu précise et donc résultat moyen. Ici, on a une fente longitudinale du ménisque. Selon sa région, l'âge de la lésion, l'âge du patient, son niveau de tabac et ainsi de suite, soit on pourra essayer de réparer cette lésion, soit il faudra la réséquer à minima. Donc on coupe simplement les deux extrémités pour que cette lésion ne se propage pas et ne devienne pas la lésion D, où là la lésion s'est propagée jusqu'à avoir carrément tout un morceau qui flippe de l'autre côté du condyle, de l'apex du condyle fémoral. Et donc, c'est ce qu'on appellera une anse de saut. Cette anse de saut, si elle est chez un jeune qui s'est cassé le croisé, qui fume pas et qu'on est dans les 8 premières semaines, on a de très grandes chances qu'en suturant, on obtienne un bon résultat et on sera content. Si par contre, on a quelqu'un qui a ça depuis plusieurs années, qui sent des flip-flops, des blocages occasionnels de son genou, sans forcément trop de douleur, et qui fume un paquet par jour et qui a plus de 50 ans, sur un genou avec un ligament croisé antérieur intact, là, il ne faut même pas essayer de suturer. On sait que ça ne marchera pas. Il faut réséquer à minima et soulager le patient. Et puis ça, c'est des lésions complexes qu'on a laissé traîner. C'est très probablement une anse de saut refendue. Bref, on fait du nettoyage s'il y a lieu, s'il y a des blocages, mais sinon, on essaye de pas forcément trop y toucher. On a les fentes horizontales, et ça, les fentes horizontales, c'est très rarement chirurgical. Les confusions, on en revient à pathologie de la patte doigt, tendinite de la patte doigt, et on se l'a dit tout à l'heure, ça n'existe pas. Les entorses du LLI, pourquoi pas? Mais encore faut-il qu'il y ait entorse. Sinon, ben, c'est de l'arthrose. Si les patients sont occasionnels et moins jeunes, ça peut être juste le début de la jeunesse, et on verra comment on traite ça. On fait quoi? Eh ben, je réenfonce la même porte. Si c'est un début brutal, une localisation exquise, c'est probablement un ménisque. Si c'est un début progressif, qui s'est aggravé avec le temps, qui est sensible au changement de temps, c'est plutôt de l'arthrose. Dans tous les cas, on fait une radio. Si c'est de l'arthrose, on va faire une pangonométrie. Donc ça, c'est un autre examen complémentaire dont on n'a pas parlé parce que ce n'est pas un examen de première intention. C'est donc une télémétrie. À la clinique du Parc, par exemple, on a le système EOS qui permet de mettre les gens dans des cabines et de faire des radios grands axes pour voir mécaniquement comment leur squelette s'organise une fois qu'il est en charge et de voir leur déformation angulaire. Si on a une arthrose interne sur un génu varum, donc les chevilles qui se touchent, les genoux qui ne se touchent pas, le pied qui part vers l'intérieur, là-dessus, les semelles orthopédiques valgisantes, ça fonctionne globalement hyper bien. Si ça ne marche pas, l'autre intérêt, c'est que c'est assez facile de s'en passer. Il suffit de les retirer des chaussures, donc on n'a pas pris un grand risque. Les semelles, ben, toujours pareil, il y a semelles et semelles. Il y a des semelles faites par des podologues qui sont des orthos qui ont une vision mécanique de la chose, qui ont une formation soit ortho, orthésiste, podologue, posturologue, podologue du sport, qui ont envie de comprendre la mécanique et qui s'y intéressent, qui font des bonnes analyses et qui font des bonnes corrections. Et puis, il y en a qui sont plutôt branchés pédicurie, qui font quand même de la semelle parce que ça dépanne bien et qui font des trucs assez vite faits avec des corrections qui sont modestes, voire inefficaces. Globalement, si une semelle, vous pouvez la pincer avec les doigts et que vous l'écrabouillez entre pouce et index, soit c'est que vous êtes Hulk, soit c'est que la correction est modeste. La prise en charge du poids du patient, globalement, hein, plus on appuie sur une articulation, plus ça fait mal. Donc si on allège la bête au-dessus, ça ne peut que aider. Le tabagisme actif, c'est vraiment un poison pour les cartilages. Donc, si on diminue le tabagisme actif, on va améliorer la circulation sanguine, on va améliorer la circulation synoviale, on va améliorer la lubrification de l'articulation, la kinésithérapie, parce que ça va faire bouger le genou et ça va faire bouger le patient qui parfois est moins sportif qu'il n'ose le croire au début. Il est sportif occasionnel, il s'y est remis un peu vite, un peu fort, il s'est fait mal. D'avoir un kiné, ça permet non seulement de le soigner, mais ça permet aussi de faire de la prévention secondaire pour réapprendre aux patients à faire du sport intelligemment et en progression pour pas qu'ils se reblessent instantanément.
L'hydratation, alors ça, je ne sais pas comment le dire et le crier sur tous les toits. L'eau, c'est génial en fait, c'est assez disponible, on a de la chance d'en avoir en France, c'est au bout du robinet, il suffit d'en voir beaucoup. Au moins 1,5 litre d'eau pour un être humain normalement constitué, plus si on a des problèmes d'élimination de toxiques parce qu'on a des traitements ou autre chose, plus quand il fait chaud, plus quand on fait du sport et ainsi de suite. Globalement, vu qu'on est fait à au moins 60% de flotte et que notre cartilage ne déroge pas à cette règle, plus on boit de l'eau, plus on hydrate, plus on purge. Les régimes détox, les machins à base de cartilage, de chondrosulf, d'ailes de raie, de requin, de je sais pas quoi, tout ça, il n'y a pas de preuve scientifique, sinon on en prescrirait tous. C'est pas sûr que ça marche. L'eau, c'est sûr que ça marche. C'est assez disponible et il faut pas s'en priver. Le sport, c'est juste génial aussi, avec modération. Euh, j'ai un doute concernant le bienfait des ultra quelque chose. Donc, ultra trail, par exemple, même si on a des copains qui en font, je pense que ça peut potentiellement être dangereux pour les articulations à la longue. Il y a un juste milieu entre pas faire de sport et en faire trop, mais globalement, la limite, elle est assez large, hein. Donc, la fenêtre d'usage est assez large. On peut y aller. Faites du sport, faites du sport avec vos patients et on leur fait faire intelligemment. Ça ne pourra que aider. Si échec à 3 mois après un traitement médical bien conduit, avec prise en charge du poids, du tabac, de l'hydratation, des semelles, et ainsi de suite, on peut commencer à envisager soit des infiltrations, soit demander des examens spécialisés, IRM et avis spécialisés, et derrière, on verra ce qu'on peut faire comme traitement. Si on a plutôt une douleur mécanique externe, une fois de plus, bah, quel contexte en fait? Si c'est lent et progressif, alors ça peut être une lésion du ménisque externe, voire un kyste du ménisque externe. Si c'est plutôt à l'effort, soit c'est de l'arthrose, si on a un patient plutôt âgé qui s'est remis au sport et qui a tapé dessus, soit si c'est un patient plus jeune, ça peut être un syndrome de la bandelette iliotibiale. Ça dépend aussi de son anatomie. Alors de quoi qu'on parle? Le kyste du ménisque externe, vous voyez là, je vous parlais de kyste polylobulé, à l'IRM on le voit super bien, à peu près le même mécanisme de création que pour le kyste poplité. On a vraiment des poussées de souffrance les unes après les autres. À travers une fente horizontale du ménisque externe, on va avoir un développement d'un kyste et on va avoir un épisode, 2 épisodes, 3 épisodes, et puis ça va gonfler des kystes les uns à côté des autres pour avoir un truc en grappe. Là, on a carrément un kyste qui refoule le tendon rotulien, donc ça peut faire carrément croire à des tendinopathies du tendon rotulien. Ça refoule ici aussi, vous voyez cette petite lame noire, le fascia lata, donc ça peut nous faire croire à un problème de la bandelette iliotibiale. Là, on a le fascia lata qui est là, hop, qui va jusqu'au tibia, jusqu'au tubercule de Gerdy. Et donc ça va carrément être encombrant. Et puis là, on le voit aussi, on a un kyste plus modéré. Là, la pathologie, elle peut avoir deux origines. Soit c'est plutôt une fente horizontale avec une souffrance qui va alimenter un kyste au fur et à mesure, soit une petite dégénérescence mucoïde du mur méniscal qui a une localisation préférentielle à cet endroit-là. En gros, c'est des cellules qui se sont gourées. Au lieu de faire du tissu dur, elles font du tissu liquidien. Enfin, en tout cas, elles deviennent du tissu synovial où elles produisent du liquide. Ça fait gonfler, ça fait gonfler, ça fait gonfler. Et on peut avoir ça aussi sur le ménisque interne, mais c'est plus rare. Là-dedans, ce truc-là, on va aller le fonctionner. Je ne sais plus si j'en parle après, mais au pire, on reviendra dessus. Le syndrome de la bandelette iliotibiale, alors c'est un peu plus haut, c'est pas sur l'intérieur articulaire, c'est un peu au-dessus. Et vous voyez, imaginez que sur votre pare-brise, vous avez un moustique collé, ce serait l'épicondyle, et que votre essuie-glace, il passe devant, derrière, et ça fait à chaque fois. Donc, quand on met les essuie-glaces très rapidement, bah, ça fait très rapidement. Et au bout d'un moment, ça abîme l'essuie-glace. Bon, bah, là, l'essuie-glace, en l'occurrence, c'est la bande latilo-tibiale qui fait des allers-retours en avant, en arrière, en avant, en arrière, en avant, en arrière de l'épicondyle et qui va frotter dessus. Et ça fait mal. Et ça fait de plus en plus mal. Et comme ça fait mal, ça fait une inflammation, ça grossit. Comme ça grossit, ça frotte encore plus. Bref, ça va être long et pénible. Donc, c'est une pathologie d'effort. Le vrai terme, c'est bandelette iliotibiale. On peut appeler ça fascia lata. Bon, on va pas revenir sur des histoires sémantiques, mais ça revient à peu près au même. C'est sur l'épicondyle et le long de la bandelette iliotibiale, donc c'est plus haut que le ménisque externe. Je ne sais plus si j'en parle après, donc tant pis, j'en parle maintenant. Les kystes du ménisque externe, je reviens en arrière. Là-dessus, qu'est-ce qu'on va faire? Si on a une localisation unique et que c'est assez précoce, on peut fonctionner dedans, on va le vider, ce kyste, et on va injecter des corticoïdes pour essayer de sécher la membrane qui produit du liquide et pour résoudre le problème.
Si ça ne rentre pas dans l'ordre tout seul, eh bien, on va avoir tendance à opérer dans un deuxième temps et on va suturer le trajet par dedans, par dehors. Donc souvent, il y a un abord parce qu'il faut virer le kyste par l'extérieur et il faut virer le kyste et fermer le trajet, la communication par l'intérieur. Donc c'est souvent un traitement arthroscopique et open. Pour ce qui est de syndrome de la bandelette iliotibiale, ça c'est très rarement chirurgical. Quand ça l'est, eh bien on va détendre un peu la bandelette iliotibiale et on va la fendre, mais j'en parle plus après, ça j'en suis sûr. Si ça fait mal, plutôt devant. Donc on a fait l'intérieur du genou, on a fait l'extérieur du genou, on va faire l'avant du genou. À l'avant du genou, eh ben, je suis désolé de revenir là-dessus, mais c'est vraiment une histoire de contexte. La première phase de l'examen clinique passe par nos oreilles. Il faut écouter ce que nous racontent les patients pour ne pas partir sur une idée préconçue. C'est parce qu'ils nous donnent des arguments qu'on va faire un diagnostic et pas l'inverse. La tendinopathie de l'appareil extenseur et le syndrome douloureux rotulien. C'est quand même les deux trucs qui vont être en premier lieu chez notre sportif occasionnel. La tendinopathie rotulienne, que certains appelleront la jumper's knee, donc c'est chez les gens qui sautent beaucoup, ou les patients qui se remettent à sauter alors que ils avaient arrêté de le faire depuis un certain temps, qu'ils étaient basketteurs dans leur tendre enfance ou volleyeurs. Entre-temps, bah, il y a eu des enfants, le boulot était un peu prenant, ils ont peut-être pris quelques kilos, mais ils ont un peu oublié ça au passage. Ils s'y sont remis, les sensations reviennent, on recommence à faire des shoots avec les copains, on augmente un peu les efforts. Au bout de 3 semaines, on sent qu'on a retrouvé son niveau d'avant, on y va comme un dingo, et paf, consultation en médecine du sport, ça durera au moins 6 mois, parce qu'on a déclenché une pathologie à la pointe de la rotule. Dans 90% des cas, c'est à cet endroit-là que ça fait mal. Donc, c'est les sports d'appui et de saut, évidemment. On peut aussi avoir ça en course à pied et en cyclisme. C'est une pathologie de surutilisation. Donc, c'est pour ça qu'on dit tendinopathie. Ce serait d'ailleurs des tendinoses et pas des tendinites, comme la patte doigt d'ailleurs. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que le terme était mal choisi. C'est rarement des pathologies inflammatoires. C'est pour ça que les anti-inflammatoires, ça ne marchera pas très bien. C'est des pathologies de surutilisation où on a déséquilibré la balance entre ce qu'on inflige au tendon et ce qu'il était capable de supporter. Si on a un entraînement progressif, les fibres tendineuses, elles vont se développer, elles vont accepter une charge de travail de plus en plus élevée, donc il faut les mettre en charge, mais de manière progressive. Et puis elles pourront lutter contre les efforts et ça se passera bien. Mais si on va trop vite, trop fort, c'est le leitmotiv, trop vite, trop fort, égale développement de pathologie de surutilisation. Et pour revenir en arrière, c'est chaud. La présentation clinique d'une tendinopathie tendon-rotulien, c'est une douleur à la palpation. Le contexte est assez évident. Souvent, les patients peuvent sous-estimer à quel point ils ont renforcé dessus, ou à quel point ils avaient pris du poids, ou à quel point ils avaient oublié de boire de l'eau. Mais on arrive toujours à retrouver ça. La raideur quad, bref, tout ça, les détails de l'angle clu, ainsi de suite, c'est juste pour ceux qui reverront en replay, pourront regarder, ça les intéresse pour rentrer dans le détail. Mais c'est surtout le niveau sportif et le volume horaire qui va beaucoup nous aider. L'écho, si c'est bien fait, ça peut aider. Ça va s'arrêter assez vite si le patient est en grosse crise, parce qu'en fait, en passant la sonde d'échographie dessus, le patient va sauter en l'air. L'IRM, c'est encore mieux, mais c'est pas forcément utile. C'est sur des formes qui sont un peu récalcitrantes, ça peut être intéressant. Le traitement, c'est un repos relatif. Il faut garder une charge sur le tendon. C'est des protocoles qui sont, entre guillemets, assez récents, où on sait que sur les tendinopathies, il ne faut pas ça mettre au repos complètement, mais ça, je vais sortir un peu de mes prérogatives, parce que les médecins du sport en parleront beaucoup mieux que moi. Il faut remettre en charge les articulations, et il faut faire des efforts progressifs, parce que le stress mécanique dans l'axe des fibres, ça va aider à sa régénération et à sa cicatrisation dans l'axe. Le leitmotiv de ce qui existait avant, c'était en rééducation, les massages transverses profonds, un moment délectable pour le patient, parce que le but du jeu, c'est d'admettre que les fibres tendineuses, elles ont claqué, elles ont fait des cicatrisations anarchiques, et nous, on veut faire claquer ces cicatrisations anarchiques pour qu'il y ait une réorganisation fibrillaire dans l'axe des fibres. Le renforcement en excentrique, les étirements. Si ça ne marche pas, on peut passer aux ondes de choc. Si ça marche vraiment pas, on peut passer aux injections de PRP intrafissuraires, les PRP étant du plasma riche en plaquettes. On prend du sang du patient, on le centrifuge, on vire les globules rouges qui en l'occurrence servent à rien. On va garder un plasma riche en plaquettes et en cellules de cicatrisation et en facteurs de pro-cicatrisants. Ça, on va l'ajouter avec un petit peu d'acide hyaluronique de basse réticulation et on va l'injecter dans notre lésion tissulaire pour essayer de la faire cicatriser. Les résultats sont plutôt très encourageants sur les tendinopathies d'Achille et un peu sur les tendinopathies rotuliennes.
Pour le reste, c'est encore beaucoup à l'étude. On met ça quand on est dos au mur, donc malheureusement, on sous-estime, je pense, leur potentiel et on surestime leur potentiel sur le côté mercantile. Donc, c'est assez dangereux les PRP parce que ça coûte très cher, c'est pas forcément bien utilisé et leur réputation est souvent mise à mal par des mauvaises indications. Les corrections podologiques, alors là, c'est le podologue qui répondra. Et le traitement chirurgical, c'est vraiment en dernier recours, on fera un peignage. Voilà ce que c'est des ondes de choc, les PRP, et puis le peignage, eh ben, ce n'est plus ni moins comme si on avait un peigne, mais on n'a pas de peigne chirurgicaux, donc on va peigner avec un bistouri. Le syndrome fémoro-patellaire, alors ça, c'est tarte à la crème de la consultation de médecine du sport. S'il n'y en a pas un par jour, c'est que le médecin du sport n'est pas allé consulter ou qui ne fait pas de genoux. C'est des douleurs antérieures qui sont provoquées, une fois de plus, par un contexte favorisant et un contexte provoquant. Donc, c'est souvent une pathologie de sureffort dans un contexte favorable avec une anatomie favorable. Ce n'est pas une instabilité et il n'y a pas forcément de chondropathie, en tout cas pas au début. Donc, c'est plutôt un diagnostic d'exclusion, c'est-à-dire qu'on a vérifié qu'il n'y avait pas une instabilité de rotule et qu'il n'y avait pas des lésions cartilagineuses qu'il faudrait prendre en charge. C'est ultra fréquent, comme je vous l'ai dit, les coureurs, haut de ratio plutôt chez les femmes, les jeunes en fin de croissance qui se remettent au sport ou qui veulent faire le body summer. Et c'est évidemment souvent bilatéral, mais pas forcément à la même échelle, puisqu'on a toujours un pied d'appui. Ça fait souvent plus mal d'un côté que de l'autre. Ça, c'est juste pour revoir les zones de friction de la patella sur le condyle, la trochlée fémorale, puis sur les condyles, en fonction de la flexion. La montée d'escalier, vous voyez que ça augmente de 3 fois le poids du corps. Donc les patients, ils auront très clairement mal en montée d'escalier, alors que les ménisques et les compartiments fémorotibiaux, ça fera plutôt mal à la descente des escaliers. Bref, tout ça vous reviendra en détail plus tard. Le syndrome qui est multifactoriel, et quand on dit multifactoriel, ça veut donc dire que le traitement sera très long. Les facteurs intrinsèques, c'est un déséquilibre, c'est des raideurs, c'est bref, un contexte favorisant avec une anatomie favorisante. Et des facteurs extrinsèques, c'est qu'on a fait n'importe quoi avec un mauvais chaussage, une intensification violente des efforts, des sports pourvoyeurs, et puis on a mal fait. Le truc de base, là par exemple, le CrossFit qui est ultra à la mode, alors là, le CrossFit post-confinement, juste magique. C'était carrément une cellule d'incubation pour essayer d'avoir des pathologies de surutilisation. L'angle Q, en gros, c'est la déformation, enfin, c'est l'angle normal entre fémur et tibia. Le fémur part en varus, le tibia est normalement un peu droit, ce qui crée un angle en valgus. C'est cet angle en valgus qui est favorisé par de valgus dynamique avec une adduction fémorale, mauvais contrôle des fessiers. Et c'est à ça que sert cette image, c'est de vous montrer que ce qui se passe dans le genou, ça vient d'un problème d'en bas et d'en haut. Donc, quand on parle du genou, c'est bien, mais le genou, il n'est pas tout seul dans le membre inférieur. Et donc, il faut regarder en haut et en bas. Présentation clinique, ça fait mal. Le signe du cinéma, c'est les gens qui ne peuvent pas rester assis longtemps au cinoche, ils s'assoient toujours sur les bords des rangées pour pouvoir étendre la jambe. Le traitement, il faut sortir leur dire que ce sera très long, il faut un repos relatif, il faut renforcer le quadriceps et le vaste médial et renforcer les fesses pour avoir un bon contrôle pour que le genou il travaille dans l'axe et réassurer le patient parce que ça dure longtemps. Et si c'est pas ça, si c'est pas ces pathologies classiques, eh ben ça peut être des pathologies cartilagineuses ou synoviales, des synovites nodulaires ou d'autres choses, ou des tendinopathies. Mais le contexte, il est presque évident et vous en aurez parlé avant. Et donc là, il ne faut pas hésiter à aller à un avis spécialisé. Et nous, on fera l'arthroscan, l'IRM spécifique, les IRM en écho de gradient ou avec des IRM injectés, des choses dans le genre, ou des échographies spécifiques pour aller chercher un truc très précis. Alors, notre diaporama, est-ce qu'il veut bien passer à la suivante? Oui. Et donc, combien de temps pour s'en remettre? En gros, l'infiltration articulaire pour arthrose ou ménisque. Le patient qui est sportif occasionnel, qui s'est fait mal, il a mis le feu dans son genou, il a le genou gonflé, il a mal, il est un peu bloqué. Il y a des lésions méniscales horizontales qui sont pas forcément à opérer, qui sont surtout pas opérées d'ailleurs. Bon, bah là, il y a le feu, on va mettre quoi? Un extincteur, parce qu'il y a une crise arthrosique potentiellement. On va lui donner un coup de pouce, soit il patiente, ça va rentrer dans l'ordre en 3 4 mois, soit on lui donne un petit coup de pouce parce qu'il a vraiment une impotence. Et donc là, c'est corticoïdes. Donc on pique dans le genou, on vide l'excès de liquide, on met des corticoïdes. On ne juge pas le résultat avant un mois parce qu'il y a un effet un peu retard qui peut arriver.
Si au bout d'un mois, c'est pas mieux, on considère que c'est un échec. Donc, on passe à autre chose. Les viscos ou les PRP, pour les arthroses ou pour les ménisques. Je ne parle pas des lésions intratendineuses. Là, il faut se donner 3 mois. La visco, c'est quoi? C'est du gel. Donc là, moi, quand on parle aux patients, il y a d'un côté les lubrifiants, quand le genou, il grince, il couine, il tourne pas rond, ou les extincteurs, quand le genou, il a chaud, il a mal, il est gonflé. La visco, le genou, on peut considérer que des fois, il paume la recette du lubrifiant. Donc, on va lui mettre du bon acide hyaluronique et le genou, il va le copier. Et le temps qu'il le copie et qu'il refasse lui-même son lubrifiant, ça prend souvent jusqu'à 3 mois. Donc, avant 3 mois, on ne considère pas que la visco, elle a été en échec. Un peu idem pour le PRP. Pas de mélange. Les viscos, c'est des acides hyaluroniques, ce sont des protéines fragiles, donc il ne faut pas les dénaturer. Donc si on les met avec autre chose, potentiellement les corticoïdes ou n'importe quel autre produit, comme le produit de contraste d'un arthroscanner, ça peut dénaturer notre acide hyaluronique et du coup, bah, on injecte de la flotte. Est-ce que la visco, ça marche? Eh bien, regardez, on va demander à Pierre Vautier, champion olympique de border cross, qui s'était pété le croisé juste avant les JO de Sochi, qui est quand même allé faire ses JO, et globalement, eh ben, il a été champion olympique, puis champion du monde, et franchement, tout va bien grâce à Happy Cross. Bon, par contre, derrière, ça n'a rien à voir avec sa lésion du croisé non opérée et le fait qu'il est forcé comme un dingo et qu'il est plein eu d'injections d'acide hyaluronique. Mais Pierre Vautier, malheureusement, en 2021, soit quelques années plus tard, à 33 ans, a fini avec une prothèse totale de genou. Donc, voilà. Tendinopathie, syndrome douloureux rotulien, tout ça, c'est des pathologies qui durent très, très, très longtemps, plusieurs mois. Et il faut le dire tout de suite au patient parce que s'il croit qu'en 3 séances de kiné, ça va être réglé, eh ben, il va être très, très, très déçu. Il faut aussi faire le point sur ce qu'il a eu comme traitement avant. Si d'un coup, vous faites le bon diagnostic, il y a des patients qui font de la kiné depuis plusieurs mois, mais pas pour ça. Ou alors avec un kiné qui aime pas ça ou qui le traite pas correctement. Si la kiné, c'était des papouilles et de la balnéo, alors qu'en fait, il faut faire du renforcement du gainage des fessiers et du vaste interne, globalement, le temps d'avant, il compte même pas. Donc, il faut dire non, ça fait pas 4 mois que vous faites de la kiné. C'est juste, vous avez perdu votre temps. Alors, faut pas le dire comme ça, mais bref, faut que ça, on en arrive là, quoi. Beaucoup de patience et du boulot, parce que le temps ne suffit pas. C'est pas parce que ça fait 4 mois qu'on a mal et qu'on a consulté que ça va rentrer dans l'ordre. Il faut bosser. Et surtout, malheureusement, ça va revenir si on fait rien. Les chirurgies, de manière générale, les chirurgies de partie molle, de tendinopathie, de peignage, de choses comme ça, d'ouverture du fascia lata, et ainsi de suite. Si on touche que les parties molles pour des kystes ou autres, en 10 jours, on retrouve vécu le genou de la vie quotidienne, et en 3 semaines, on commence le sport. Alors c'est mou, c'est lent, c'est pas génial, mais en gros, c'est l'échelle de temps. Une arthroscopie, sans geste osseux ni cartilagineux. On touche que ménisque, synovial. Il faut 15 jours pour retrouver un genou de la vie courante. Donc, c'est souvent l'arrêt de travail pour le travail de bureau. 1 mois pour le sport ou les métiers qui sont un peu plus rudes. Et 3 mois pour retrouver un genou normal. Pourquoi? Parce qu'on a vidangé le genou. Et donc, le temps qu'il refasse son acide hyaluronique, il lui faut au moins ce temps-là. Donc, on va avoir un genou qui craque, qui dérouille, qui a un peu du mal à démarrer le matin, qui est sensible au changement de temps. Bon, ça, c'est attendu. C'est parce que la lubrification n'est pas optimale. Donc, il faut se donner un peu de temps. Si on a fait un geste osseux, ligamentoplastie, du ligament croisé antérieur ou d'autres choses, qu'on a fait des trous dans l'os, alors là, il faut 45 jours en gros pour retrouver un genou de la vie quotidienne. Ce genou qui permet de lâcher les béquilles, qui permet de conduire, se déplacer, d'aller faire ses courses. 1 mois et demi. Donc c'est un peu exigeant au début. 3 mois pour commencer le sport, la course à pied et ainsi de suite, sous validation du médecin du sport et ou du kiné. 6 mois, on est sur un genou athlète pour aller commencer à forcer lourd, lourd. Et 9 mois parce que la greffe, elle est cuite à ce moment-là. Avant, la greffe, elle n'est pas complètement intégrée dans le corps humain. Donc 8 à 9 mois pour pouvoir recommencer sans restriction si le bilan, il est bon. Et donc, le take-home message pour tout ça, c'est de se dire, faut rester simple. Souvent, on va trop loin. Alors, j'ai reçu une petite private joke pour me dire, oui, la tendinopathe des ischios, de la patte d'oie, ça existe. Oui, oui, bien sûr, ça existe. Mais c'est plus rare que ce qu'on imagine. Comme la rupture partielle du ligament croisé antérieur. Oui, ça existe, mais c'est vachement plus rare que ce qu'on imagine. Et la cicatrisation spontanée du croisé, pareil. Oui, ça existe, mais c'est très rare. La plupart du temps, c'est une cicatrisation nulle. Et surtout, on se fixe des échéances. On ne dit pas aux gens, rappelez-moi, ou ça va aller. Il faut les revoir, parce que souvent, soit ils se lassent, soit ils n'ont plus envie de voir, soit ils vont voir ailleurs, et en fait, ils sont déçus, puis ils traînent leur peine, et puis ils s'adaptent, ils acceptent leur genou tel qu'il est, et puis 3 mois plus tard, ils disent, oh ben non, en fait, ça me va pas. Et du coup, ils sont déçus de ce qu'ils ont vécu, et ils vont voir quelqu'un d'autre en dos band, ou avec un mauvais sujet, ou des gros a priori, et ce sera vachement plus difficile de les sortir d'une prise en charge qui a été boiteuse. On évite les fourre-tout. Genre,
c'est une femme, elle est en valgus, elle a 34 ans, elle est en surpoids, bah, c'est un syndrome fémoro-patellaire, basta. Non. La pauvre dame, si on veut la soigner, il faut qu'on aille un petit peu plus loin dans l'analyse. Alors peut-être qu'à la fin, ce sera ça le diagnostic, ce qui est même assez probable. Mais il n'y a pas que ça. Donc d'abord, on cherche et on ne fait pas les conclusions avant l'analyse. Et je profite de ce temps de parole pour vous dire que il y a la SFA à Lyon, Société française d'arthroscopie, qui a lieu bientôt, congrès chéri, en Terre Sainte, en décembre, avec une journée qui est sur la SFA Sport. Pour les médecins du sport, les kinés, les podologues, on va parler du sport beaucoup. Donc vous avez là, je vous ai mis en photo le programme de cette journée. Et en 2024, ce sera sans doute très chirurgical, mais il y aura quand même une demi-journée orientée médecine du sport et kiné et podologue et autres intervenants ostéo, intervenants en dehors de la chirurgie pure. Et ça, c'est nous qu'on l'organise, la Lions School of Knee Surgery, au Centre des Congrès, octobre 2024. Merci pour votre attention.